Il faut garder à l'esprit que le principal synchroniseur externe est le Soleil. En effet, les changements quotidiens entre période nocturne et période diurne sont le fruit de la rotation de la Terre sur elle-même, rotation autour de laquelle une région du globe est exposée au Soleil pendant un certain temps, c'est la période diurne, c'est le jour, alors qu'une autre, située à l'opposé de la première, est exposée à l'ombre, c'est la période nocturne pour cette partie, c'est-à-dire la nuit. Alors, l'alternance jour-nuit et leur durée varient en fonction des saisons. Et les changements saisonniers de la durée de la période diurne sont liés à la rotation annuelle de la Terre autour du Soleil. Et du fait que l'axe de rotation de la Terre est légèrement incliné, l'un des pôles est plus proche du Soleil pendant une période de l'année, c'est la période d'été pour ce côté du globe, est plus éloigné pendant le reste de l'année et c'est la période d'hiver. Donc, la longueur du jour et la longueur de la nuit vont varier en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à la rotation sur elle-même. Maintenant, on voudrait savoir qu'est-ce qu'une horloge biologique. L'horloge biologique, pacemaker ou oscillateur, c'est une structure qui mesure le temps ou détermine la période d'activité d'une autre structure ou d'un événement. En réalité, il n'y a pas d'horloge biologique, mais tous les systèmes biologiques sont naturellement périodiques, mais ils sont plutôt sous le contrôle d'un oscillateur central. Ainsi, tous les synchroniseurs tels que l'alternance jour-nuit, la variation cyclique quotidienne de la température, ainsi que d'autres stimuli environnementaux captés par des voies d'entrée sont transmis vers un oscillateur central qui va jouer comme un chef d'orchestre et exercer son contrôle sur tous les autres oscillateurs secondaires. Sachant que ces oscillateurs secondaires présentent chacun son propre rythme, ce contrôle va permettre la mise en phase optimale de toutes les fonctions physiologiques de l'organisme telles que les oscillations d'hormones, de l'activité locomotrice, de l'absorption de la nourriture, de la température, etc. Le chef d'orchestre ou l'horloge interne principale chez les mammifères est situé dans le noyau suprachiasmatique. Alors, quel est le rôle et le fonctionnement des noyaux suprachiasmatiques? Les noyaux suprachiasmatiques sont deux structures hypothalamiques composées chacune de quelques dizaines de milliers de neurones. Elles se trouvent de part et d'autre du troisième ventricule, à la base de l'hypothalamus, juste au-dessus du chiasma optique, d'où leur nom. Pour montrer que l'horloge biologique est bien située dans le noyau suprachiasmatique, on a mis un hamster dans des conditions d'obscurité totale pendant plusieurs jours. Il ne dispose donc d'aucun repère temporel. Son activité locomotrice demeure organisée avec des périodes alternées de repos et d'activité. Toutefois, ce rythme semble dériver vers la gauche. Chaque jour, ce rongeur se met à courir dans sa roue un peu plus tôt que la veille. Il est en libre cours. L'animal possède donc un système endogène de mesure de temps dont la période
est largement inférieure à 24 heures. L'activité locomotrice, comme tous les autres rythmes d'ailleurs, est nécessaire ou a besoin des donneurs de temps, principalement la lumière, afin d'assurer une synchronisation exacte avec les cycles extérieurs de 24 heures. En B, on constate que la lésion des noyaux suprachiasmatiques entraîne la perte d'une activité temporelle organisée. L'animal va sur la roue à n'importe quel moment du cycle. C'est pourquoi son activité locomotrice est dispersée sur tout l'actogramme, démontrant ainsi que les noyaux suprachiasmatiques constituent le substrat neuroanatomique de la rythmicité. Enfin, on sait, si on greffe des neurones du noyau suprachiasmatique prélevé d'un fœtus à un animal dont les noyaux suprachiasmatiques sont lésés, ça permet de rétablir une activité temporelle organisée. Nous pouvons conclure que les noyaux suprachiasmatiques sont les principaux pacemakers des rythmes circadiens. Rôle et influence des noyaux suprachiasmatiques. Ces noyaux responsables de la mesure du temps jouent le rôle d'interface entre les synchroniseurs externes et l'organisation du système circadien. Un modèle théorique de l'oscillateur central autonome, qui est le noyau suprachiasmatique, est résumé sur le schéma suivant. La période de cet oscillateur est approximativement égale à 24 heures, mais cette période peut être influencée par la lumière. Celle-ci est captée par l'œil, stimule la rétine qui, par la voie de l'axe rétino-hypothalamique, communique les variations de la luminosité périphérique et entraîne l'oscillateur central pour coller aux variations environnementales. L'oscillateur central, qui joue le rôle d'interface, permet d'influer diverses fonctions physiologiques via des oscillateurs secondaires ou esclaves, pour que les rythmes physiologiques soient en phase avec les conditions externes. On peut dire donc que le noyau suprachiasmatique génère, entretient et contrôle les rythmes circadiens physiologiques et son entraînement se répercutera sur ces derniers. Les noyaux suprachiasmatiques transféreraient le signal circadien aux autres structures du système nerveux par la sécrétion rythmique de divers neurotransmetteurs et neurohormones à partir des terminaisons des voies nerveuses efférentes. Les noyaux suprachiasmatiques contrôlent les rythmes hormonaux de certaines structures cérébrales, soit par des projections directes sur certaines neurones endocrines, par exemple ceux contenant la gonadotropine releasing hormone ou de la corticotropine releasing hormone, soit par des contacts indirects avec les neurones endocrines par l'intermédiaire de neurones présents, par exemple, dans les noyaux préoptiques médians, dorsomédians ou subparaventriculaires, soit par une action sur le système autonome via des projections directes sur les neurones autonomes des noyaux paraventriculaires, ce qui permet de préparer les glandes endocrines à recevoir les signaux hormonaux. Cependant, le rôle des projections sur les noyaux paraventriculaires du thalamus ou sur les neurones géniculés latéraux n'a pas encore été déterminé. L'exemple le plus connu du rôle du système autonome dans la distribution du message circadien
et la sécrétion rythmique. Comme je viens de dire, l'exemple le plus connu et le plus étudié de ce rôle du système autonome dans la distribution du message circadien est la sécrétion rythmique de la mélatonine. Celle-ci est sécrétée par la glande pinéale uniquement la nuit. Alors, par une voie polyneuronale qui débute de la rétine, l'information est transmise par le faisceau rétino-hypothalamique qui chemine via le nerf optique jusqu'au noyau suprachiasmatique. Les neurones des noyaux suprachiasmatiques se projettent sur les neurones autonomes des noyaux paraventriculaires. Et de là, les fibres descendent la moelle épinière et font synapse avec des neurones préganglionnaires sympathiques au niveau des noyaux intermédiaux latéraux de la moelle thoracique supérieure. Ces neurones préganglionnaires innervent les ganglions cervicaux supérieurs. À partir de ces ganglions, des fibres sympathiques rejoignent la glande pinéale et la libération nocturne de la noradrénaline à ce niveau induit une augmentation rapide de la synthèse de la mélatonine. Les projections GABAergiques des noyaux suprachiasmatiques sur les noyaux paraventriculaires sont directement impliquées dans l'effet inhibiteur de la lumière sur la synthèse de la mélatonine le jour. Alors, puisque la production de la mélatonine dure tout le long de la phase obscure, elle peut indiquer la longueur de la nuit. Ainsi, pendant les jours courts, c'est-à-dire en hiver, la nuit est longue et la quantité de la mélatonine est importante. Alors que lors des jours longs, c'est-à-dire en été, les nuits sont courtes et la mélatonine est moins importante. Cette variation saisonnière de la sécrétion de la mélatonine est ressentie par le noyau suprachiasmatique et agit en conséquence sur d'autres rythmes saisonniers.